Voilà, et ce matin, nous recevons Florent Vénère, qui est donc professeur d'économie à l'Université de la Polynésie française. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous apporter votre éclairage sur la situation économique que traverse le Fénois en raison donc de l'épidémie du coronavirus. Alors, vous avez suivi, j'imagine, avec attention les dernières annonces vendredi dernier et de la part et du président du pays et du haut-commissaire de la République. Alors, en gros, on prolonge donc les mesures en vigueur jusqu'au 14 décembre et on les étend aux îles Soulevant à l'exception du couvre-feu qui reste en vigueur à Tahiti et Moorea. Et puis, ouf de soulagement pour les restaurateurs, pas de confinement en vue, pas pour l'instant en tous les cas, même si le haut-commissaire de la République, Dominique Saurin, n'a pas exclu l'hypothèse si l'offre de soins venait à être saturée. Alors, ces mesures annoncées vous paraissent-elles suffisantes pour retrouver un peu d'optimisme ? Alors, c'est suffisant, on verra à terme. Ce qu'il y a de très bien pour l'instant, c'est d'avoir effectivement évité le confinement, parce qu'on a énormément d'entreprises en difficulté, pas seulement les restaurateurs, pas seulement non plus les commerces, mais l'ensemble des entreprises. Et un confinement aurait évidemment précipité dans le trou un certain nombre d'entreprises qui, pour l'instant, vivotent. Alors, on a souvent opposé donc l'économie à la santé. Vous privilégiez l'économie. Non, voilà, en fait c'est une opposition qui n'a pas beaucoup de sens, opposer santé et économie, parce que pour financer en fait la santé, pour avoir une bonne santé, il faut une économie qui fonctionne. On voit très bien, si on regarde les espérances de vie par exemple, que c'est dans les pays riches qu'on a les plus importantes. On a des systèmes de soins, des systèmes de santé qui sont très solidaires en fait. Donc on assure la santé pour tout le monde, les soins pour tout le monde, mais grâce à l'argent de ceux qui peuvent participer à ça. Si on empêche ces gens-là de travailler, on n'aura plus de financement pour assurer ni la santé, ni d'ailleurs les retraites. Et en même temps, si on n'est pas en bonne santé, ça ne sert à rien d'avoir des entreprises. Bien sûr, mais sauf que ça ne touche pas tout le monde en même temps. Donc la question, c'est d'évaluer les risques et de voir s'il est nécessaire d'avoir plus de risques, y compris sanitaires, en faisant un confinement, ou moins de risques sans faire de confinement, mais effectivement avec des cas de coronavirus plus importants. Alors je l'évoquais tout à l'heure, donc le confinement n'est pas complètement exclu de la part des autorités, c'est une hypothèse qui reste toujours sur la table. Vous pensez que c'est utile ou pas du tout ? Alors le confinement c'est évidemment utile, mais si vous voulez, c'est quand on veut faire un trou, la question c'est est-ce qu'on prend systématiquement un marteau-piqueur, quoi. Donc le confinement, bien sûr, ça fonctionnerait. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'au confinement pour que ça fonctionne ? Voilà. Donc on l'a fait effectivement en mars-avril. C'était d'ailleurs pas forcément nécessaire en mars-avril de le faire vu le peu nombre de cas qu'on avait, mais il y avait une peur généralisée parce qu'effectivement c'était un nouveau virus, on ne connaissait pas, les gens s'inquiétaient. Donc la société civile elle-même a demandé ça. Mais on a bien vu la casse que ça a généré ensuite. Et donc maintenant, les mêmes personnes qui étaient plutôt enclines à demander le confinement en mars-avril, maintenant demandent qu'on ne le mette pas en place. Parce qu'elles savent bien que les entreprises ne tiendront pas, que l'emploi ne tiendra pas, quoi. Alors, à une autre échelle, donc en métropole, le confinement, même s'il a été ciblé donc dans certaines villes, semble porter ses fruits. Oui, c'est ce que je vous dis, ça fonctionne le confinement, forcément ça fonctionne. La question c'est est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là, quoi. Alors il faut voir aussi que la France est en train de s'endetter considérablement. On passe de 100% de PIB, produit intérieur brut, pour la dette globale au 31 décembre 1999 à des projections de 125% à la fin de l'année 2020, quoi. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer, mais il faut pouvoir le payer. Nous on est beaucoup moins riches que la France métropolitaine, il faut le rappeler aussi. Alors, comment fait-on redémarrer une économie comme celle du Fénois, à coups de milliards seulement ? Alors, les milliards, en fait, ne servent pas à faire redémarrer l'économie. Les milliards servent à éviter que les entreprises meurent. C'est ça l'idée. Donc pour l'instant, en fait, on est en train de résister à des licenciements massifs depuis quelques mois. Donc, mais on est sur le fil. Voilà. Donc là, on voit bien que par exemple l'arrêt de voyage des touristes métropolitains met en danger considérablement les compagnies aériennes et les hôtels, les pensions de famille, etc. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir dans les semaines à venir des licenciements par centaines ou pas ?
Voilà, donc pour l'instant, on injecte de l'argent public, mais il y a des limites à ça. Le redémarrage de l'économie se fera effectivement quand on sera beaucoup plus tranquille et quand on aura le sentiment que effectivement le risque sanitaire est derrière. Malheureusement, ça va prendre du temps. Alors le pays lui a annoncé un plan de sauvegarde de l'économie pour préserver donc la trésorerie des entreprises, indemniser les salariés, accompagner les familles donc en situation d'urgence. Alors on est encore loin du compte, tout le monde n'est pas sauvé. Non, non, évidemment. C'est ce que je vous disais, c'est l'idée des injections en fait, d'argent public du gouvernement. Elles sont nécessaires, hein, il faut les faire pour limiter la casse, mais ça ne peut pas remplacer le fonctionnement normal de l'économie, le fonctionnement normal des entreprises. Voilà. Pour l'instant, on fait le dos rond, on limite la casse et on essaye on attend la sortie de la crise sanitaire pour que l'économie reprenne son cours normal. Alors, cette crise, est-ce que ce n'est pas en même temps aussi pour le pays, j'allais dire, un test grandeur nature qui met à l'épreuve ici son budget, comme sa trésorerie, mais aussi, j'allais dire, son inventivité, sa capacité à trouver des solutions adaptées au pays, à rebondir? Cette crise met à mal absolument tout le monde. On voit que tous les gouvernements ont des difficultés, on voit que les choix ne sont pas les mêmes tout le temps, on voit que les choix changent dans le temps aussi. On entend beaucoup parler de ça en Polynésie ou en métropole, mais c'est valable dans tous les pays en fait, hein, parce que c'est très difficile. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. C'est la crise la plus gigantesque et la plus violente et rapide qu'on ait jamais eue en fait. Donc on manque beaucoup de benchmarks pour réussir à identifier exactement ce qui va se passer et l'ampleur des dégâts. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et qu'il faut éviter au plus possible de rajouter des problèmes aux problèmes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, un confinement qui ne serait pas totalement utile. Voilà. Alors, le pays a accompagné financièrement des entreprises dont l'activité a diminué par la prise en charge, donc, notamment d'une partie des salaires, dont le temps de travail aura été réduit. C'est par exemple ce que l'on appelle le DIESE, le dispositif exceptionnel de soutien à l'emploi, ou encore le DIESETI, autre dispositif exceptionnel de soutien, mais aux travailleurs indépendants cette fois-ci. Alors, un secteur comme celui du tourisme, par exemple, le secteur phare, peine à repartir. Vous pensez, comme les professionnels du secteur, qu'il faudra au moins 3 ans pour réussir à entrevoir le bout du tunnel? Alors, il faut voir ce que va devenir effectivement ce virus et sa capacité de circulation encore longtemps, mais on commence à avoir des experts à l'OMS qui disent qu'effectivement, le virus va circuler encore des années. Certains disent même qu'il circulera toujours, en fait, qu'on s'en débarrassera plus jamais. Bon, ça, évidemment, moi, je ne suis pas compétent pour en parler, hein, mais il est évident que le tourisme est à plat pour un sacré moment, et la question maintenant, c'est d'éviter la disparition des structures. Voilà, donc il y a plus de marge, hein, ça c'est une évidence, mais les structures vivotent. Avec les touristes français, là c'était un peu plus de 15 000, 16 000 depuis la réouverture mi-juillet. Ça permettait à certains hôtels d'atteindre des taux de remplissage qui étaient non pas suffisants pour faire de l'argent, mais qui permettaient d'éviter les licenciements massifs de personnel. Sans ces touristes-là, on va voir dans les semaines à venir comment les hôteliers s'en sortent. Est-ce qu'ils arrivent à, pour certains d'entre eux en tout cas, à tirer un petit peu leur épingle du jeu ou pas? Ça va être effectivement un vrai moment de vérité. Un vrai moment de vérité. Est-ce que la parade, ce n'est pas bien de développer le tourisme local ou c'est plus compliqué? Alors, le tourisme local, on en parle souvent, mais c'est vraiment tout petit. Hein. C'est vraiment minuscule. Dans le meilleur des cas, ça va représenter 8%. Donc, c'est pas comme ça qu'on va atteindre les taux de remplissage qui sont nécessaires pour que les hôtels fonctionnent. Un hôtel, pour ne pas perdre de l'argent, il lui faut à peu près au moins 40% de remplissage, quoi. Donc non, il nous faut des touristes extérieurs, c'est évident. Et maintenant, il nous reste ce qu'il reste, je dirais, du marché américain, puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup d'Américains qui voyagent en ce moment, quoi. Alors, on le voit bien, il n'existe pas de solution au singulier, c'est vraiment dans plusieurs directions qu'il faut agir. On va rester sur ce terrain-là du tourisme. On a appris qu'il y a certaines pensions qui sont à 2 doigts de fermer. Alors, plus de touristes qui viennent de métropole. Vous pensez que la seule solution qui leur reste à ces pensions de famille, c'est quoi ?
Alors, ça dépend forcément des pensions, hein. Tout dépend principalement, est-ce qu'elles sont sur fonds propres ou pas. Les pensions qui sont sur fonds propres, bon, en général, la pension se situe au même endroit que l'endroit de logement de ceux qui tiennent la pension, des gérants. Donc bon, c'est une absence de rentrée d'argent, voilà, il faut faire avec, mais c'est très compliqué évidemment, hein, mais c'est moins dur que pour celles qui se sont endettées, évidemment, et qui, là, vont devoir négocier avec les banques pour repousser les échéances, pour ne pas rembourser tout de suite, voilà. Et je ne connais pas la capacité des banques à faire suffisamment d'efforts pour sauver toutes les pensions, mais il me paraît évident que ne sortiront pas de cette crise l'ensemble des pensions, ça me paraît évident. Voilà. Alors après, la question aussi, c'est est-ce que sortiront de cette crise l'ensemble des compagnies aériennes ? Ça, c'est beaucoup plus inquiétant, parce que sans compagnie aérienne, on est quand même au milieu de l'océan, hein. Et puis les grands hôtels, qui sont nos structures porteuses de chiffres d'affaires importants, en fait, pour la fin de la crise. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui, j'allais dire, tirent un peu leur épingle du jeu, s'en sortent le mieux ? Tous les secteurs sont touchés, hein. Alors après, évidemment, bon, il y a des secteurs qui continuent à fonctionner parce que, notamment l'alimentaire, parce qu'on continue tous à manger, quoi. Mais très concrètement, quand le revenu disponible des agents économiques baisse, il n'y a pas de superflu, hein. Ça aussi, on va voir ce qui va se passer avec les fêtes de fin d'année, mais il est vraisemblable qu'il faille s'attendre à une baisse des dépenses des Polynésiens à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Donc ça, évidemment, ça se ressent aussi dans l'alimentation, dans la grande distribution. Il y a forcément cet aspect-là qu'on va voir aussi, quoi. Et donc avec des emplois à la clé aussi, puisque si jamais les chiffres d'affaires baissent suffisamment, il faudra bien se séparer à un moment ou à un autre d'éléments de personnel. C'est bien ça le problème. Alors ces fêtes de fin d'année, justement, on a l'impression que ça risque d'être un tournant. Donc on va observer de très près quel va être le comportement, par exemple, des uns et des autres, et puis comment est-ce que ça va réagir du côté des entreprises. Oui, enfin, le vrai risque de ces fêtes de fin d'année, ce sont les rassemblements familiaux avec les grands-parents, et donc qui risquent de mettre en danger effectivement les personnes les plus âgées, qu'on sait être les plus fragiles. Et voilà, et ça, ce risque-là, on va le regarder à Tahiti, on va le regarder évidemment en métropole aussi. Et oui, donc s'il y a trop d'insouciance, et c'est difficile de ne pas en avoir dans cette période-là aussi, hein, je comprends bien, mais on risque d'avoir un début d'année 2021 extrêmement compliqué. En même temps, c'est vrai que Noël, c'est avant tout la fête de la famille. Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup, Florent Vénère, d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université de la Polynésie, et on aura compris donc que vous n'êtes pas un farouche défenseur du confinement. Le plus tard possible, en tout cas. Merci, Ibrahim.